L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un collier. Un collier aussi unique que précieux. Ce collier était le plus somptueux de son temps, tellement somptueux que personne n'en voulait. Et c'est bien parce que personne n'en voulait que ce collier a fini au cœur d'un scandale d'État. Aujourd'hui, dans Histoire précieuse, je vais vous raconter l'histoire de l'affaire du collier de la reine. Notre histoire commence en 1772. Cette année-là, le roi Louis XV décide d'offrir un cadeau à sa maîtresse, Madame du Barry. Et pas n'importe quel cadeau, un collier d'exception. Pour cela, le roi Louis XV fait appel à Charles Beumer, un joaillier proche de la cour, habitué des commandes de la noblesse française. Mais cette commande est particulière. Le roi lui-même demande un collier d'exception. Alors, Charles Beumer va recruter Paul Bessange, un collègue joaillier, afin de l'épauler dans cette tâche. Beumer et Bessange vont alors se mettre au travail. Mais comme tous les joailliers le savent, créer un bijou d'exception, ça prend du temps, beaucoup de temps. Tellement de temps que 2 ans plus tard, Louis XV décède, mais le collier n'est toujours pas terminé. Cependant, les 2 joailliers ont déjà passé beaucoup de temps sur ce projet, et ils se sont même endettés afin d'acheter les pierres nécessaires à la réalisation du collier. Alors, bien qu'il n'y ait plus de clients, Beumer et Bessange décident de terminer le bijou. Le collier est finalement achevé en 1778. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est absolument somptueux. 647 diamants de différentes tailles pour un total de 2842 carats, soit environ 570 grammes. Le collier est composé de 2 pièces, une première qui se porte en ras de cou et une deuxième qui s'accroche aux épaules grâce à des rubans et qui retombe sur le buste telle une écharpe. Le bijou est magnifique, mais il a un gros défaut. Son prix, 1 800 000 livres. À l'époque, pour cette somme, il aurait été possible de s'acheter 4 châteaux en Île-de-France. Et maintenant que Louis XV est décédé, il faut trouver un nouveau client prêt à y mettre le prix. Bien entendu, les joailliers pensent immédiatement à Louis XVI, nouveau roi de France. Beumer et Bessange se rendent alors à Versailles pour présenter le collier au roi et à la reine Marie-Antoinette. Le roi se dit prêt à acheter le bijou, mais la reine Marie-Antoinette le refuse. Le style est daté, dit-elle, et puis pour ce prix-là, le roi ferait mieux d'acheter un nouveau navire pour l'armée française. On soupçonne aussi que Marie-Antoinette ait refusé le collier par ego. La jeune reine ne voudrait pas porter un collier qui, à l'origine, a été créé pour une maîtresse. D'autant plus que Marie-Antoinette et Madame du Barry ont toujours eu de l'animosité l'une pour l'autre. Beumer et Bessange se retrouvent alors avec le collier sur les bras. Mais les joailliers se sont fortement endettés pour créer ce bijou, et leurs créanciers réclament leur remboursement. Alors, on fait le tour des cours d'Europe, mais personne ne veut du bijou. On retourne à Versailles et on baisse le prix à 1 600 000 livres, mais le refus est catégorique. Beumer et Bessange se retrouvent avec un bijou invendable et des dettes à n'en plus finir. Laissons nos 2 joailliers et leurs problèmes de côté et intéressons-nous à une jeune femme ambitieuse. Jeanne de Valois-Saint-Rémy est née en 1756 dans une famille très modeste. La jeune femme passera son enfance à mendier, demandant un peu de pitié pour une pauvre descendante d'Henri II. Jeanne se fait alors remarquer par la marquise de Boulainvilliers. La marquise, grande chrétienne charitable, décidera d'aider Jeanne et sa famille. D'abord, elle fera vérifier leur généalogie et, étant bel et bien des descendants d'Henri II, Jeanne et sa famille auront le droit à une petite pension. La marquise introduira également Jeanne à la cour de Versailles. Jeanne est jeune, belle, elle sait faire usage de ses charmes et surtout, elle n'hésite pas à mentir, clamant à qui veut l'entendre qu'elle est une cousine proche de la reine, alors que les 2 femmes ne se sont jamais rencontrées. Très vite, Jeanne se fera remarquer et elle commencera à fréquenter la noblesse française.
Jeanne de Valois-Saint-Rémy, désormais nommée Jeanne de La Motte suite à son mariage avec un gendarme de la petite noblesse française, est désormais en pleine sécurité financière. Mais la jeune femme est cupide, et elle utilise ses charmes afin de conquérir plusieurs amants et leur demande régulièrement de lui prêter un peu d'argent. Mais cela ne lui suffit pas. La jeune femme veut être riche, et il se trouve qu'elle a entendu parler d'un collier dont personne ne veut, et de ce que l'on dit, il vaudrait une petite fortune. Si Jeanne pouvait mettre la main sur ce collier, elle serait riche, c'est certain. Mais comment s'y prendre? Jeanne va alors monter un plan très sophistiqué avec une victime toute trouvée, le cardinal de Rohan. Le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, est l'un des amants de Jeanne de La Motte. L'homme est ambitieux et il rêve de devenir ministre. Mais pour cela, encore faudrait-il être proche du couple royal. Or, pour le cardinal de Rohan, c'est impossible, à cause d'une querelle qu'il a eue avec la mère de Marie-Antoinette il y a des années de cela. Le cardinal de Rohan est persuadé que son amante Jeanne de La Motte est une proche de la reine. Après tout, elle lui a montré des lettres signées Marie-Antoinette de France. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces lettres ont été rédigées par un autre amant de Jeanne de La Motte, Monsieur Rétaux de Villette. Un jour, Jeanne montre au cardinal une nouvelle lettre. Dans celle-ci, la reine explique qu'elle souhaite acquérir le collier de Beumer et Bassange en toute discrétion et qu'elle espère que le cardinal pourrait l'aider dans cette tâche. L'homme d'église tombe dans le panneau. Il est persuadé qu'en rendant ce service à la reine, il pourra se rapprocher du poste de ministre dont il rêve tant. Mais le collier vaut une petite fortune, et le cardinal souhaite assurer ses arrières. Commence alors une correspondance entre le cardinal de Rohan et Marie-Antoinette, ou plutôt entre le cardinal de Rohan et Monsieur Rétaux de Villette. Parce que oui, Jeanne intercepte toutes les lettres envoyées par le cardinal et fait rédiger les réponses par son amant qui signe les lettres Marie-Antoinette de France. Le cardinal de Rohan est de plus en plus convaincu par la demande de la reine, qui, dans ses fausses lettres, lui assure qu'elle le remboursera en temps et en heure. Mais pour finir de convaincre le cardinal, Jeanne de La Motte va encore plus loin. Dans une nouvelle fausse lettre, la reine donne rendez-vous au cardinal dans les jardins de Versailles à la nuit tombée. Bien entendu, ce n'est pas la reine que le cardinal va rencontrer ce soir-là, mais une prostituée que Jeanne a embauchée pour l'occasion. La femme a été maquillée, on lui a mis un voile noir sur la tête, et ajouté à cela l'obscurité de la nuit, et le cardinal est convaincu d'avoir en face de lui Marie-Antoinette de France. La fausse reine et le cardinal ont à peine le temps d'échanger quelques mots que Jeanne arrive en panique. « Les hommes du roi arrivent, dit-elle, il faut fuir !» Le cardinal, affolé, s'enfuit de la scène. Bien que l'entrevue aura été très courte, cela aura suffi. Le cardinal est désormais convaincu de la bonne foi de la reine. Le 24 janvier 1785, le cardinal de Rohan se rend donc chez les joailliers Beumer et Bassange et leur explique qu'il souhaite acheter le collier pour Marie-Antoinette, mais que l'achat doit se faire en toute discrétion. Les joailliers sont étonnés. Pourquoi la reine, qui jusque-là avait catégoriquement refusé d'acheter le collier, aurait-elle changé d'avis? Et pourquoi demander à un homme d'église de jouer les intermédiaires, alors que le roi se disait prêt à acheter le collier de sa poche? La situation est suspecte. Mais trop heureux d'enfin pouvoir se débarrasser du bijou, les joailliers acceptent de le vendre. Le cardinal effectue un premier paiement, récupère le collier et s'empresse d'aller le donner à Jeanne pour qu'elle puisse l'apporter à la reine. Jeanne le rassure, la reine saura se montrer reconnaissante. Vous vous en doutez, Jeanne ne va pas donner le collier à la reine, mais plutôt à son mari, qui va s'empresser de démonter le bijou. Dans la précipitation, Monsieur de La Motte va même casser et abîmer certains diamants. Monsieur Rétaux de Villette, qui avait rédigé les fausses lettres, va récupérer sa part du butin, et immédiatement, il s'en va voir un joaillier pour vendre ses diamants.
Le joaillier est suspicieux. D'où peuvent bien venir toutes ces pierres? Il va prévenir la police, qui va interroger Monsieur Rétaux de Villette. De Villette prétend qu'il vend les diamants pour son amante, Madame de la Motte, et qu'il ne connaît pas leur provenance. Les policiers trouvent bien la situation louche, mais aucun vol de diamants n'a été déclaré, donc l'affaire ne va pas plus loin. Monsieur de la Motte, lui, s'en va à Londres avec sa part du butin pour vendre les diamants à prix cassé. Les semaines passent et le cardinal s'étonne de ne pas voir la reine porter son nouveau collier. Jeanne de la Motte le rassure, c'est normal. Aucune occasion digne de ce collier ne s'est encore présentée. La reine réserve la parure pour une occasion particulière. Mais le cardinal s'étonne également de ne pas être remboursé par la reine. Là-dessus, Jeanne est moins rassurante. La reine rencontrerait quelques difficultés avec ses fonds personnels, mais elle remboursera le cardinal, c'est certain. Malgré tout, le cardinal finit par s'impatienter et il décide d'arrêter les versements qu'il doit au joaillier tant que la reine n'aura pas commencé à le rembourser. Les joailliers sont bien embêtés. Ils ont besoin d'être payés pour rembourser leurs propres dettes. Alors, Bummer décide de prendre les devants. Il s'en va à Versailles où il rencontre Madame Campan, la femme de chambre de Marie-Antoinette, et lui explique la situation. Madame Campan est formelle. Jamais la reine n'a souhaité acquérir ce collier, encore moins via l'intermédiaire du cardinal de Rohan qu'elle méprise. La femme de chambre s'en va tout expliquer à la reine. Marie-Antoinette, apprenant qu'une arnaque s'est montée dans son dos, est furieuse. Et elle demande à son mari de régler la situation au plus vite. Le 15 août 1785, alors que le cardinal s'apprêtait à célébrer la messe de l'Assomption, il est convoqué d'urgence par le roi Louis XV. Rohan sait que quelque chose cloche, car le roi n'a pas pour habitude de bouleverser son emploi du temps en dernière minute. À peine est-il arrivé dans les appartements royaux que le roi et la reine l'accusent. Comment a-t-il pu croire que Marie-Antoinette lui écrivait et qu'elle lui donnait des rendez-vous secrets dans les jardins de Versailles? D'autant plus qu'une énorme erreur se trouve sur chacune de ces fausses lettres, car la signature Marie-Antoinette de France n'est pas celle de la reine, puisque celle-ci signe ses courriers uniquement par son prénom, Marie-Antoinette. Le cardinal supplie le roi, mais celui-ci est intransigeant. « Je fais ce que je dois en tant que mari et en tant que roi, dit-il, avant de renvoyer le cardinal. L'homme d'église est alors arrêté dans la galerie des glaces devant toute la noblesse de Versailles. Alors qu'il se fait arrêter, il ordonne à son secrétaire de se rendre chez lui et de brûler tous les documents relatifs à cette affaire. Le cardinal est alors emmené à la prison de la Bastille, où il commence immédiatement à vendre ses biens personnels pour rembourser les sommes dues. Pendant ce temps, Marie-Antoinette se félicite. Cette arrestation publique montrera toute son autorité. Mais très vite, elle comprend qu'elle a eu tort. En effet, toute la cour est scandalisée qu'un homme d'église aussi important que le cardinal de Rohan soit arrêté publiquement sans le moindre procès. Puisqu'il faut un procès, il y en aura un. La reine le réclame. En plus de l'accusation pour avoir trompé les joailliers Bummer et Bassange, le cardinal est accusé par la reine de crime de lèse-majesté pour avoir cru que Marie-Antoinette lui donnait des rendez-vous à la nuit tombée. La reine réclame un jugement public afin que la condamnation du cardinal lave son honneur aux yeux de tous. Le procès s'ouvre le 11 janvier 1786. Face au juge, l'avocat du cardinal de Rohan fera un discours frappant. Les juges jugeront le cardinal innocent, à la fois pour le vol du collier, mais également pour le crime de lèse-majesté. La prostituée qui avait été embauchée par Jeanne pour se faire passer pour la reine sera elle aussi jugée innocente. Ce verdict n'est pas très étonnant, car le Parlement, en charge du procès, est ouvertement hostile envers le couple royal. Mais face à ce verdict, Marie-Antoinette est furieuse. Innocenter le cardinal revient à l'accuser, elle, d'être frivole et d'envoyer des lettres dans le dos du roi.
Cette affaire fera grand bruit, et les journaux en parleront dans tout le royaume de France, entachant gravement la réputation de la reine. Si bien que des années plus tard, Mirabeau dira de cette affaire qu'elle a été le prélude de la Révolution française. Jeanne de La Motte sera la seule personne jugée coupable dans cette affaire. Elle sera condamnée à être marquée au fer rouge du V de voleuse et sera enfermée à vie à la maison de correction de la Salpêtrière. Malgré cela, Jeanne parvint à s'échapper en 1787 et elle se rend à Londres où elle écrira ses mémoires racontant une fausse relation intime qu'elle aurait entretenue avec la reine. Jeanne décédera quelques années plus tard, en 1791, des suites de blessures qu'elle s'est faites en se défenestrant, essayant d'échapper à ses créanciers. Voici, mes chers amis, la version de l'affaire du collier de la reine qu'a retenue l'histoire. Mais une affaire comme celle-ci laisse couler beaucoup d'encre. Et certains points sont remis en question, notamment l'innocence du cardinal. Rappelez-vous, au moment de son arrestation, le cardinal a ordonné à son secrétaire de brûler tous les documents relatifs à cette affaire. Or, pourquoi brûler ces documents alors qu'ils auraient pu prouver l'innocence du cardinal? Certains historiens spéculent que le cardinal était en réalité un complice volontaire de Jeanne de La Motte et qu'il aurait brûlé ce document afin de pouvoir accuser son amante tout en se faisant passer pour la victime d'un complot. Bien des années plus tard, entre 1849 et 1850, sort dans le journal La Presse un roman écrit par Alexandre Dumas intitulé Le collier de la reine. Dans son roman, Alexandre Dumas s'inspire librement de l'affaire du collier de la reine, tout en la romançant et en y ajoutant des détails fictifs. Le roman fut un tel succès qu'il est possible que certains détails inventés par Alexandre Dumas soient aujourd'hui considérés comme réels. Depuis, plusieurs adaptations cinématographiques de cette affaire ont été créées, certaines s'inspirant davantage du roman d'Alexandre Dumas, d'autres cherchant à être le plus historique possible. La dernière en date est la série Marie-Antoinette, l'affaire du collier, sortie en 2025. Je ne l'ai pas regardée car je voulais pouvoir écrire cette vidéo sans être influencé par de potentiels éléments fictifs, mais si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. L'affaire du collier de la reine est l'histoire d'une impressionnante arnaque, mais c'est aussi l'histoire d'un collier. Un collier qui aura mis 6 ans pour être créé et qui n'aura jamais été porté. Le collier disparaît définitivement après que M. de La Motte l'ait démonté. Mais depuis, plusieurs copies en toc ont été créées. L'une d'entre elles, créée en oxyde de zirconium synthétique, se trouve au château de Breteuil, qui était le château du ministre de Louis XVI qui a procédé à l'arrestation du cardinal de Rohan. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette histoire précieuse. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines histoires. Et surtout, dites-moi en commentaire quel bijou ou quelle pierre précieuse historique vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans de prochaines histoires précieuses.